Merci de nous rejoindre pour notre débat consacré à la guerre en Ukraine. Donald Trump a remis un coup d'accélérateur ces dernières semaines en proposant un plan de paix prévoyant l'abandon de certains territoires ukrainiens à la Russie. Mais ce plan, même remanié par les Européens, ne convient finalement à personne et les négociations avec Moscou patinent. Dans ce contexte, l'Union européenne veut refinancer l'Ukraine qui est au bord de la banqueroute et la présidente de la Commission européenne propose d'utiliser les avoirs russes gelés en Europe et surtout en Belgique, pas satisfaisant pour les Belges qui craignent des représailles juridiques de la part de la Russie. Alors l'autre solution consiste en un grand emprunt en commun sur les marchés pour aider Kiev. Mais là, c'est la Hongrie de Viktor Orban qui met son veto, réputé proche du Kremlin. Le Premier ministre hongrois s'est d'ailleurs rendu à Moscou fin novembre pour négocier avec Vladimir Poutine la prolongation de son contrat pétrolier et gazier. Se félicitant de prix très bas obtenus, Viktor Orban va à l'encontre de la stratégie de l'Union européenne qui a trouvé un accord pour devenir indépendante de l'énergie russe en 2027. Pour en parler, nous accueillons Adina Revol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, auteur de l'essai intitulé, je cite, « Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen ». Et vous êtes également docteur en sciences politiques. En duplex, nous accueillons deux eurodéputés. En duplex de Budapest, nous accueillons András László. Bonjour. Vous êtes eurodéputé hongrois et vous êtes membre du Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Et au Parlement européen, vous siégez dans le groupe des Patriotes pour l'Europe, à la droite de l'hémicycle européen. Et en duplex de Bruxelles, du Parlement européen, nous accueillons Tobias Kremer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé allemand, social-démocrate et diplomate de profession. On écoute tout de suite les inquiétudes des femmes ukrainiennes face au plan de paix dit russo-américain. On ne peut pas attendre grand-chose de la Russie. Rien de bon en tout cas. Ils veulent que nous nous rendions. C'est terrible, tant de gens sont morts. Nous ne pouvons pas faire de concessions sur notre territoire. Nous ne pouvons pas abandonner notre territoire, parce que si nous cédons maintenant, alors la Pologne, la Hongrie et d'autres suivront. Pourquoi nos soldats ont-ils donné leur vie? Comment regarderons-nous leurs familles dans les yeux? Si nous tendons la main aux Russes, ils prendront le bras. Alors Adina Revol, c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine qui se joue dans ces discussions dites de paix où les Européens et l'Ukraine tentent de reprendre pied. Ils n'y arrivent pas tellement d'ailleurs, hein. C'est plus que l'intégrité territoriale de l'Ukraine qui se joue, c'est notre liberté de la France, de l'Union européenne, et c'est notre avenir. Et d'ailleurs, ces femmes ukrainiennes qui d'ailleurs ont connu la Russie, on le dit très bien, on ne peut pas faire confiance aux Russes. Et l'attaque hybride a déjà commencé, donc la Russie nous attaque déjà. Donc en fait, c'est évident, c'est étayé par l'histoire. On ne peut pas faire confiance à la Russie, à l'URSS par le passé. Et donc aujourd'hui, on doit lutter pour que l'Ukraine gagne, puisqu'on joue notre liberté et notre avenir, si on veut vivre libre et si on veut pas vivre sous la coupe du Kremlin. C'est la Roumaine qui parle, qui est née derrière le rideau de fer, il faut bien dire. András László, vous avez entendu l'inquiétude de ces femmes ukrainiennes qui disent que si l'Ukraine cède des territoires à la Russie, eh bien ensuite ce sera la Pologne, la Hongrie qui suivront. Alors Viktor Orban se dit plutôt proche de Donald Trump et Vladimir Poutine, mais est-ce que vous faites vraiment confiance à ces deux hommes, l'Américain et le Russe, pour régler finalement l'avenir et la sécurité de l'Europe? C'est un choix intéressant des interviews puisque les sondages déjà l'année passée montraient que, en fait, même les Ukrainiens, la majorité, sont prêts à faire des concessions et à faire des compromis pour terminer cette guerre. C'est la même opinion publique en général en Europe et depuis beaucoup longtemps aux États-Unis. En ce qui concerne les stratégies de paix et des négociations, c'est dommage que l'Union européenne, les chefs des institutions européennes, et même les chefs des grands États membres s'y impliquent pas vraiment pour avoir des négociations sérieuses qui représenteraient aussi l'intérêt de l'Europe. En fait, maintenant, l'Europe est dépendante de ce que va négocier le président des États-Unis et le président russe, puisque nous, pendant 4 ans, nous n'avons même pas essayé cela. C'est très dommage, puisque déjà l'année passée, ça fait plus d'1 an que M. Trump était réélu président. Tout le monde savait qu'il voulait mettre fin à cette guerre. Et malheureusement, depuis 1 an, on sait
que la politique américaine sur la guerre en Ukraine a changé, mais l'Europe reste toujours dans sa mentalité précédente qui est en faveur de continuer la guerre et rêve d'une victoire militaire sur le front, qui est en fait pas réaliste du tout. J'ai entendu aucun expert cette dernière année parler d'une victoire ukrainienne. Alors, Tobias Kremer, vous êtes peut-être d'accord sur l'idée avec M. Laszlo que l'Europe a intérêt aussi à de temps en temps avoir un plan de paix, mais peut-être moins d'accord sur l'idée que finalement il n'y a pas de victoire militaire ni de poussée militaire possible et qu'il faut se résigner à lâcher des territoires. Je crois tout ce qui est clair et ce que je crois qu'il faut vraiment dire et être honnête. Bien sûr, nous voulons la paix. Et bien sûr, il y a les Ukrainiens, il n'y a personne qui veut la paix plus que les Ukrainiens. Mais je crois qu'il faut être très, très honnête. Il y a une différence entre la paix en liberté et une paix sans liberté qui est la dictature. Et je suis très d'accord avec M. Laszlo que moi, je remets beaucoup plus d'initiatives européennes de négociation, d'initiatives diplomatiques. Mais il faut comprendre, moi je suis autant que diplomate, je vous dis, des négociations, ça marche seulement d'une position de force. Pas d'une position de faiblesse ou d'une position d'apaisement. Et le problème, en fait, pour l'Europe, c'est qu'on s'est attendu trop à Donald Trump. On a toujours espéré que Donald Trump viendra et va résoudre le problème. Mais il y a alerte spoiler, les Américains ne le feront pas. On ne peut pas se relier beaucoup plus à Donald Trump qu'au Père Noël. Finalement, si nous voulons une vraie paix en Europe, une vraie durable en Europe, c'est aux Européens de se mettre dans une position de force, de mettre les Ukrainiens dans une position de force et finalement avoir Poutine à la table de négociation, mais pas d'une manière de capitulation, pas d'une manière d'avoir une paix qui devient une dictature, mais une position pour les vraies négociations, pour qu'on puisse avoir la sécurité non seulement pour l'Ukraine, mais pour nous autant qu'Européens. Et puis en attendant, la Russie continue à bombarder l'Ukraine. L'effort de guerre ukrainien reste nécessaire, d'autant que l'Ukraine pourrait arriver dans une situation de faillite au début de l'année 2026. Il y a une urgence de refinancement de l'Ukraine de la part de l'Union européenne avec deux options. Adina Revol, première option, utiliser les avoirs russes. Deuxième option, faire un grand emprunt européen. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'unanimité au sein de l'Union européenne sur une des deux options. Donc c'est compliqué pour la Commission européenne. On parlait de la paix, de la nécessité de l'Europe d'être fort dans ces négociations. Mais pourquoi l'Europe, finalement, est en attente et tout ça? Parce qu'il y a Viktor Orban et Robert Fico qui sont à l'assaut du Kremlin, il faut le dire. Et donc, en réalité, l'Europe n'est pas unie. Et si on n'est pas unis, on n'est pas fort. Et donc, aujourd'hui, on est face à un choix cornélien. C'est-à-dire, soit on emprunte, mais là, la Hongrie dit non. Donc là, il faut l'unanimité. Soit on utilise les avoirs russes. C'est tout à fait légal en droit international, puisque l'Assemblée générale des Nations unies a décrété, donc a adopté une résolution qui dit que la Russie a envahi l'Ukraine. Donc on n'enfreint pas le droit international, justement. Et donc, on aide l'Ukraine à défendre notre liberté. Donc, il n'y a rien de plus juste aujourd'hui. Et pour revenir dans le jeu international, pour ne plus avoir affaire à des diktats de Kremlin ou de Washington, à revenir dans ce jeu, justement en assumant notre rôle, parce que c'est l'année zéro de l'Europe. On doit justement être capable, le 18 décembre, annoncer à Bruxelles un accord sur l'utilisation des avoirs gelés russes. Ce n'est pas une confiscation. Alors, vous avez des réparations. Vous avez entendu, Andras Laszlo, cette idée que Viktor Orban est celui justement qui ne veut pas entendre parler d'un emprunt et va probablement mettre son veto. Beaucoup pensent en Europe qu'il est en train, par des vétos successifs, de faire perdre la guerre à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La Hongrie a participé aux décisions des sanctions européennes. On a négocié chaque fois c'est quoi la stratégie de l'Europe vis-à-vis de la guerre en Ukraine, comment terminer cette guerre. En fait, il y a évidemment une différence sur la politique étrangère, mais la politique étrangère reste dans l'Union européenne une compétence des États membres. Si la majorité des États membres, que ce soit 24, 25 pays, qui pensent que c'est absolument nécessaire que l'Union européenne investisse encore des centaines de milliards d'euros dans la guerre en Ukraine sans essayer les négociations diplomatiques, ils peuvent très bien le faire au niveau national. Il n'y a personne qui empêche que la France, que l'Allemagne,
que la Pologne, ou d'autres pays qui pensent que cette guerre est absolument notre guerre, ce n'est pas la position hongroise, qu'ils fassent tous les efforts qu'ils pensent qu'il est nécessaire. Il y a souvent, lors des sommets européens, des désaccords sur les sujets. Évidemment, il y a un blocage de la part de la Belgique, il y a un blocage de la part de la Hongrie, quand c'est l'intérêt hongrois, quand c'est l'intérêt belge, ou c'est aussi le cas pour d'autres pays. Il n'y a rien, en fait, qui explique pourquoi les États membres qui pensent que c'est vraiment une question cruciale pour la sécurité européenne, pourquoi ils n'y investissent pas plus eux-mêmes. En fait, le problème depuis le début, c'est que l'Union européenne n'a pas de stratégie ni sur la question et les conséquences énergétiques, ni sur la question financière. C'est comment terminer cette guerre, qu'est-ce qui est acceptable, c'est quoi l'intérêt européen quand cette guerre va finalement terminer. Tobias Kremer, qu'est-ce que vous répondez à votre homologue hongrois qui estime que cette guerre en Ukraine, ce n'est pas la guerre de la Hongrie et qu'il est donc du coup hors de question d'un grand emprunt européen pour refinancer l'Ukraine? Je me demande de temps en temps qu'est-ce qu'il nous faut de plus. Nous avons à l'instant déjà une attaque, une guerre hybride menée par la Russie contre tous en Europe. Nous voyons les drones au sud de nos villes, nous voyons nos aéroports qui doivent cesser leurs opérations à cause de ça, nous voyons la flotte fantôme qui opère, qui sabotage les cibles dans les mers Baltiques. Il y a des armées de bots qui interviennent de nos discours publics. Et franchement, qu'est-ce qu'il nous faut pour comprendre que pour Poutine, ce n'est pas une question de l'Ukraine. Pour Poutine, c'est le but exactement de diviser l'Europe, de diviser aussi l'unité entre les États-Unis et les Européens pour finalement mettre en cause nos démocraties. Parce qu'il en a peur des démocraties qui ont du succès. L'Allemagne est pour un grand emprunt parce qu'elle est souvent très réticente pour les questions budgétaires. Déjà, l'Allemagne, à l'instant, vient d'ouvrir sa freine à la dette. L'Allemagne est maintenant devenue le dépenseur le plus grand pour la défense. Et l'Allemagne, et je trouve que c'est une très bonne chose, l'est fait au niveau européen pour qu'on puisse avoir une coordination européenne. C'est pourquoi on a soutenu tout ce qui est SAFE, 150 milliards d'euros et tout cela. Mais franchement, une question, je me demande des fois, quand il y a des chefs d'État ou de gouvernement qui disent l'Europe n'a pas très bien marché, c'est un peu qu'avant ils ont toujours mis le veto, c'est un peu comme si on met toujours les bâtons dans les roues et après on se plaint que la voiture ne marche pas très bien. Il faut travailler ensemble là-dessus et finalement, si on regarde le sondage, si on demande les Européens où ils veulent plus d'Europe, pas moins d'Europe, mais plus d'Europe, c'est la question défense, c'est la question sécurité. Et je crois qu'il faut répondre à ces questions parce que c'est notre sécurité, c'est la sécurité de nos citoyens qui est mise en jeu. Adina Revol, sur la question énergétique, c'est votre question. Effectivement, l'Union européenne a trouvé un accord cette semaine pour devenir pleinement indépendante du gaz russe en 2027. Est-ce que ça peut affaiblir la Russie ? Écoutez, oui, mais c'est trop tard, parce qu'on a déjà dépensé 214 milliards d'euros depuis le 24 février 2022. C'est 214 milliards de trop. Parce qu'il faut le dire, on a financé de manière indirecte cette guerre. Et derrière, on aide l'Ukraine à se reconstruire. Mais l'Ukraine a reçu pour le moment 170 milliards. Donc, et qui a acheté beaucoup de pétrole et de gaz russe ? La Hongrie, la Slovaquie. Et d'ailleurs, vous avez dit, monsieur Laszlo, que la Hongrie a toujours participé aux sanctions. C'est faux, parce que sous le pétrole, il y a une dérogation pour la Hongrie et la Slovaquie, alors que la République tchèque, qui avait la dérogation au début, a réussi à s'en défaire, parce que justement, il avait la volonté politique du gouvernement et du président pour devenir indépendant de la Russie et d'arrêter de financer la guerre en Ukraine. Réponse à cela, monsieur Laszlo. Qui achète le LNG russe maintenant? C'est pas la Hongrie. On n'a pas de port pour importer gaz naturel liquéfié. le LNG russe. Mais vous avez raison, c'est la France, donc la France doit arrêter aussi. Mais vous avez aussi acheté, vous continuez d'acheter non seulement du pétrole, mais également du gaz russe. Andras Laszlo, une question justement, puisque Viktor Orban est allé à Moscou, au Kremlin, fin novembre, rencontrer Vladimir Poutine et prolonger le contrat énergétique de la Hongrie en disant que la Hongrie allait continuer à importer des hydrocarbures russes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Hongrie veut rester dépendante de la Russie et financer la guerre de Vladimir Poutine? Je ne suis pas d'accord avec cette phrase de financer la guerre
en fait, c'est aussi les Ukrainiens qui, après, rachètent le gaz russe venant à travers la Hongrie. C'est les Ukrainiens qui achètent le diesel qui est raffiné du pétrole russe en Hongrie. Donc, le marché d'énergie, ce n'est pas un marché comme on va au supermarché, on prend ce qu'on veut dans le magasin. C'est un système complexe global. Il y a beaucoup de dépendances et beaucoup d'interdépendances. Et en fait, le problème avec les sanctions européennes sur l'énergie russe, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Le fait qu'on coupe, où il y a une volonté de couper les importations russes, ça ne résout pas le problème de prix de l'énergie en Europe. Et qu'est-ce qu'on va acheter au lieu pour remplacer et avoir un prix d'énergie en Europe qui rend l'économie européenne compétitive. Sur l'énergie, c'est très clair. Il faut aussi avoir un peu de confiance en nous-mêmes. Tous les autres pays européens sont capables de devenir indépendants de l'énergie russe. Et on sait très bien que l'énergie russe, c'est seulement un danger pour nous. Ça nous rend dépendants de la Russie. Mais pour moi, l'essentiel, c'est vraiment il faut changer le calcul de Poutine. Poutine croit qu'il peut continuer cette guerre, intensifier cette guerre, parce qu'il croit que le temps joue en sa faveur. Il faut changer ce calcul et on peut changer ce calcul en utilisant finalement les avoirs gelés russes parce que c'est ça qui fait mal à Poutine, de montrer que l'Ukraine pourra se défendre pour les prochaines années et aussi pour donner une citation à Poutine pour finalement cesser la guerre parce que maintenant s'il la prolonge la guerre, c'est pas seulement les soldats qu'il perd. Donc malheureusement on a l'impression qu'il s'en moque, mais il perd aussi de l'argent et ça lui tient à cœur. Oui. Merci à vous d'avoir été présent sur ce débat. Vous le voyez très vif en Europe. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur nos antennes.